Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Les Républicains à l'heure du choix. Après des semaines d'hésitation et d'embarras, le bureau politique se réunit ce soir pour trancher le sort des Macron compatibles, dont le Premier ministre Édouard Philippe. Une étape de clarification, mais aussi de reconstruction, analyse et débat à suivre. Que faire face à l'engorgement des tribunaux? Le Sénat examine 2 propositions de loi pour le redressement de la justice. Cela passe par une augmentation et une sanctuarisation des budgets, alors que le gouvernement vient de lancer 5 chantiers pour réformer l'institution judiciaire. Le décryptage dans un instant. Les syndicats en quête d'unité, ils vont tenter de trouver une nouvelle date commune de mobilisation tout à l'heure au siège de la CFDT. Mais la centrale de Laurent Berger s'y oppose. Faut-il y voir une victoire de la méthode Macron? On posera la question à Stéphane Siro, spécialiste du syndicalisme. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour m'accompagner cet après-midi, Saveria Rojek et Tam Tranui en direct du Sénat. Le multiplex politique, c'est tout de suite. Une ultime réunion pour clore le feuilleton des constructifs. Ce soir, le cas de 5 élus, dont 3 ministres, devrait être scellé par le bureau politique des LR, qui, sauf surprise, va prononcer leur exclusion. Après des mois d'atermoiement, les explications de Cécile Cixous. Gérald Darmanin est venu le dire en personne à Patrick Ollier. Rendre sa carte du parti, il n'y tient pas vraiment, mais il ne veut pas rester dans une famille qu'il ne reconnaît plus. Je suis dans une famille politique qui a toujours prôné le changement du code du travail, la fin de l'ISF, le soutien aux personnes les plus fragiles. Voilà, alors si on m'exclut parce qu'on distingue la TVA de la CSG, il faudrait exclure tous ceux qui, pour un primaire, n'étaient pas pour l'augmentation de la TVA, et ils sont un certain nombre. Donc évidemment, il n'y a pas de motif sérieux à notre exclusion. En revanche, il y a un motif sérieux d'exclure ceux qui font manifestement la courte échelle au Front National. Le sort que lui réservent les Républicains, il l'attend depuis son entrée au gouvernement en mai dernier, tout comme 2 autres ministres, Édouard Philippe et Sébastien Lecornu, ainsi que Thierry Solère et Franck Riester, les fondateurs du mouvement constructif à l'Assemblée. Mais chez les Républicains, depuis 5 mois, personne n'est d'accord. Exclusion, séparation à l'amiable ou maintien. Les courants au sein des Républicains se déchirent. Il y a ceux emmenés par Laurent Wauquiez qui veulent les mettre dehors sans ménagement, et les autres comme Christian Estrosi ou Dominique Bussereau, pour qui cela est impensable. Acter le divorce, couper les ponts pour mettre fin au feuilleton, voilà ce que devrait tout de même décider le bureau politique ce soir. Le risque, laisser éclater une guerre ouverte au sein de la famille des Républicains, une famille déjà bien mal en point. Et on reviendra sur ce bureau politique dans notre débat à 17h30. Scandale, fiasco, amateurisme juridique, le couac sur la taxe sur les dividendes qui va contraindre l'État à rembourser 10 milliards d'euros n'en finit pas de faire des vagues. Chacun se rejette la responsabilité et le gouvernement n'écarte plus désormais un projet de loi de finances rectificatif. Stéphane Amalian. Bruno Le Maire se donne une semaine pour trouver l'argent. 10 milliards d'euros que l'État doit rembourser en raison de l'inconstitutionnalité de la taxe sur les dividendes mise en place sous le quinquennat de François Hollande. On ne peut pas dire aux Français, voilà, désolé, il y a eu 10 milliards comme ça qui ont été taxés de manière illégitime, on s'est planté et puis on ne regarde pas qui est responsable. Enfin ça c'est une politique qui n'est pas digne de l'intérêt général et pas respectueuse des deniers publics, ni respectueuse du contribuable. Un scandale d'État selon Bruno Le Maire qui parle d'amateurisme. Son prédécesseur à Bercy lui répond. On n'est pas dans une affaire d'État sur des questions juridiques que ni vous ni moi ne sommes capables de comprendre dans leurs détails, qui avaient été étudiées par les services juridiques de l'État parce que c'est leur boulot. Ils l'ont fait correctement, même si après il y a une décision de justice. Donc ça vaut vraiment pas le coup de faire du bruit avec ce point. Et vous avez bien vu que c'est une opération de diversion. Trop technique selon Michel Sapin, alors que les sénateurs Les Républicains, membres de la Commission des finances, sont partagés sur les responsabilités. Si effectivement, au moment où la décision a été prise, il était clair que cette mesure ne tenait pas la route et qu'il faudrait un jour rembourser, effectivement, ça pose un vrai problème. Bon, est-ce qu'on peut affirmer cela aujourd'hui? Moi, je n'en sais strictement rien. C'est l'ancien gouvernement qui a une responsabilité parce qu'il savait très bien qu'il créait un impôt qui n'était pas légal, pas acceptable, et il faisait en sorte d'avoir une recette qui était une recette fictive puisqu'il savait très bien qu'il serait amené un jour à rembourser. Toujours est-il que les plus grandes entreprises seront mises à contribution.
L'État également mettra la main à la poche et a d'ores et déjà exclu de demander un effort aux contribuables. Et le Premier ministre Édouard Philippe était quant à lui devant les sénateurs centristes à leur demande. L'occasion pour les parlementaires d'aborder tous les sujets à bâton rompu. Jordan Klein. Environ 1 heure de tête-à-tête entre les centristes du Sénat et le Premier ministre. Près d'un mois avant l'arrivée du projet de loi de finances à la Haute Assemblée, Édouard Philippe rend visite pour la première fois à ce groupe se définissant d'opposition modérée. Pendant la réunion, le chef du gouvernement tente de les séduire habilement avec cette phrase. Les sénateurs de l'Union centriste sont les membres les plus bienveillants de l'opposition et les plus critiques de la majorité. Conséquence, avant de quitter la salle, le Premier ministre est largement applaudi. Édouard Philippe, ancien soutien d'Alain Juppé, est proche politiquement de ce nouveau groupe d'Union centriste. Alors à la sortie, les élus paraissent ravis de cet échange. Les questions sur la ruralité semblent avoir primé sur le reste, même si le projet de loi de finances n'a pas été éludé. Et le Premier ministre a fait l'exercice que nous attendions de lui, c'est-à-dire venir vers les groupes, expliquer quel était le travail que le gouvernement souhaitait faire à l'approche d'un débat budgétaire qui arrive à grands pas au Sénat. Le Premier ministre répond à des questions essentiellement sur les attentes des collectivités locales. Une large partie aussi avait trait à la progression des déserts médicaux. Sans surprise, à la sortie de la salle, les sénateurs ont émis certaines inquiétudes sur la gestion des collectivités territoriales par le gouvernement. Et alors qu'on vient de l'apprendre, la Commission européenne propose de renouveler la licence du glyphosate pour 5 à 7 ans. Nicolas Hulot est auditionné en ce moment même par les sénateurs sur son projet de loi sur les hydrocarbures. Il vient tout juste de livrer sa première déclaration à notre journaliste Tam Tranu. On écoute. Monsieur Hulot, d'abord, je souhaiterais avoir votre réaction sur ce vote du Parlement européen qui vient d'intervenir sur le glyphosate et qui vote en faveur de la disparition du glyphosate d'ici 2022. Est-ce que pour vous, ça va dans le bon sens? Oui, non, mais on voit bien qu'il y a une convergence. C'est-à-dire qu'on voit bien que chacun des acteurs a décidé de s'emparer du sujet, de le regarder avec sérieux. Voilà, le sujet est maintenant dans l'écran radar de nos sociétés. Il faut le faire d'une manière apaisée, rationnelle, scientifique et déterminée parce que, comme je le dis régulièrement, c'est un sujet qui touche à la santé. Et dès qu'on touche à la santé, il faut faire le moins de compromis possible. Maintenant, il faut entendre les points de vue, les difficultés que ça peut occasionner sur les exploitants agricoles. Et donc voilà, l'Europe, la France a décidé de prendre ce sujet-là en particulier et le sujet des pesticides en général à bras le corps. Ça met la pression sur la Commission européenne qui était plutôt sur 10 ans jusque-là? Oui, enfin je ne sais pas si on doit parler de pression. Il ne faut pas que les choses se fassent simplement dans un rapport de force, il faut que ça se fasse dans un climat de rationalité. Encore une fois, il y a une convergence d'éléments, d'informations qui tendent à prouver que cette molécule n'est pas innocente, voilà, sur l'environnement et sur la santé. Donc je crois que chacun doit, garder la tête froide et faire en sorte maintenant que l'on s'organise pour sortir de l'utilisation de cette molécule, tout en ayant bien à l'esprit qu'il va falloir aider les agriculteurs à le faire. Cette rationalité, ce caractère programmé, c'est aussi ça la méthode Nicolas Hulot dans ce gouvernement où il n'est pas toujours aisé d'obtenir les arbitrages en matière d'environnement? Oui, enfin, ça c'est la lecture médiatique. C'est normal qu'il y ait besoin de se synchroniser. D'abord parce que moi je suis là pour essayer de représenter un peu le long terme. Puis il y a certains de mes collègues qui sont là aussi pour répondre aux exigences et aux souffrances du court terme. Donc il y a un petit calage à avoir. Moi je dis souvent que je représente le futur, peut-être un peu prétentieux, mais il y a aussi le présent qui s'invite au quotidien. Voilà. Juste une toute dernière question sur ce qu'a dit Ségolène Royal par rapport à votre position sur le glyphosate. Elle a dit que ce n'était pas un bon signe, que c'était plutôt un mauvais signe. On était passé pour elle de l'opposition à une autorisation même pour une courte durée puisque vous êtes en faveur de 3 ans. J'ai pas suivi, mais enfin simplement le bon signe, c'est que si j'étais pas intervenu dans le débat, l'Europe s'apprêtait à réautoriser pour 10 ans sans autre prescription, et ça n'avait l'air de pas choquer grand monde. Là, on a pris le programme ou le problème à bras le corps, et là, on est dans une sortie programmée, intelligente, et je l'espère qu'il ne sera pas conflictuelle. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous, Tam. C'est l'autre temps fort de l'actualité au Sénat aujourd'hui. Les propositions de loi sur le redressement de la justice qui sont examinées dans l'hémicycle. Avant d'en parler avec mes invités, on va retrouver Saveria Rojek qui suit les débats pour nous en direct de la tribune de presse. Saveria. Absolument, Delphine. Comment redresser le service public de la justice? C'est la question que pose avec ce texte le sénateur Philippe Bas. Il y a urgence à s'attaquer à ce dossier car notre justice, eh bien, elle est exsangue. Une justice plus lisible, plus rapide, plus moderne. C'est ce que promet le président de la commission des lois du Sénat avec cette proposition de loi. Et pour ce faire, il y a une mesure phare, la hausse des crédits, l'augmentation des crédits de près de 28% sur 5 ans. Plus de magistrats, plus de greffiers, plus de places de prison, plus de surveillants. C'est près de 11 milliards d'euros et 11 000 créations de postes. Et pour mieux accompagner cette remise à niveau, Philippe Bas propose également une loi organique pour sanctuariser ce budget de la justice. Alors le texte, il reprend également certaines des préoccupations d'Emmanuel Macron, notamment sur l'aménagement et l'exécution des peines. La proposition de loi, elle encourage ainsi les juges correctionnels à mieux individualiser la peine à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et puis enfin, le texte propose de mieux réguler la mobilité des magistrats qui devraient désormais rester au minimum 3 ans à un poste. Voilà donc Delphine pour ce texte qui devrait être facilement adopté par les sénateurs. Merci à vous, Saveria. Et je vous propose d'écouter la réaction du président de la commission des lois, Philippe Bas. C'est lui qui est à l'origine de ces textes. Philippe Bas, bonjour. Bonjour. Alors pour vous, face à la dégradation de la justice, il y a urgence à faire adopter vos 2 propositions de loi qui visent à améliorer les crédits de la justice et ensuite à réformer en profondeur le système. Est-ce que vous pensez que la garde des Sceaux est de cet avis également? Vous savez, la justice va mal, elle va même très mal. En 10 ans, les délais sont passés en moyenne pour les tribunaux de grande instance de 7 mois à 12 mois. Chaque année, vous avez 2 600 000 nouvelles affaires au civil qui sont présentées devant les tribunaux. Le stock des affaires non jugées est d'un quart du nombre d'affaires. Et du coup, il est vraiment vital, urgent, indispensable d'inscrire l'effort de redressement de la justice dans la durée. Pour ça, il faut au moins 5 ans et ça ne suffira sûrement pas. Alors, puisqu'il faut 5 ans, il ne s'agit pas de perdre du temps. En 2002, il y a eu une loi de programmation pour la justice. Pour les 5 années 2002-2007, le budget de la justice à l'époque a augmenté de 37%. Là, vous demandez 5% tous les ans pendant le quinquennat. Je demande 5% tous les ans pendant le quinquennat. C'est un chiffre qui est inférieur d'ailleurs à cette grande loi de programmation de 2002. Mais s'il n'y a pas une loi de programmation, ou si elle est votée en 2019, ce sera une loi quinquennale qui s'appliquera 3 ans. Ça n'a pas de sens. Si on veut vraiment conforter les juges, les avocats, il est vraiment très très important que ça aille vite. Et nous demandons à la garde des Sceaux, qui a ouvert un certain nombre d'ateliers pour réfléchir, après tant et tant de rapports, de tirer rapidement les conclusions de ce travail. Nous lui offrons un instrument, la loi de programmation et une loi de réforme que nous présentons aujourd'hui, et nous lui disons, le Sénat va certainement adopter ces lois, elles sont à vous ensuite, vous devez absolument les présenter à l'Assemblée nationale, ne pas attendre encore un semestre dès le mois de janvier, qui entraînerait des retards, dès le début de l'année prochaine en tout cas. Nous avons au fond la volonté de faire une vraie union sacrée, au-delà de tous les clivages politiques, que nous avons déjà réalisé au Sénat sur ce travail sur la justice. Il y a une mission d'information transpartisane qui a soutenu votre travail sur le redressement de la justice. Nous n'avons pas une approche idéologique. Nous voulons un service public qui fonctionne, un grand service public de la justice, avec ses valeurs, mais qui doit être conscient aussi qu'il n'a plus le monopole de la justice. On voit fleurir sur Internet tant de moyens de résoudre les litiges qui sont parfois des moyens payants et qui n'offrent pas la qualité d'un juge, avec l'application d'un droit et une appréciation individuelle de chaque dossier des justiciables. Vous pensez obtenir gain de cause sur la question budgétaire, dans le contexte budgétaire actuel? Mais il faut obtenir gain de cause. Le président de la République lui-même, d'ailleurs, a affirmé pendant sa campagne présidentielle qu'il fallait une loi de programmation. Mais une loi de programmation pour 5 ans qui ne s'appliquerait que 3 ans n'a pas de sens, je le répète, et c'est la raison pour laquelle le Sénat a pris de l'avance et demande au gouvernement d'attendre
faciliter son travail pour que cette loi de programmation soit enfin adoptée. Alors pour conclure, une petite question politique, Philippe Bas. Vous êtes d'évidence prêt à co-construire avec le gouvernement sur ces projets de loi. Qu'est-ce que vous pensez du feuilleton sur l'exclusion des constructifs des Républicains, justement, un feuilleton qui doit arriver à son terme ce soir? Il est évident que cette question est sans rapport avec le dossier qui nous occupe de la justice. Mais je crois pouvoir dire tout de même que les personnalités politiques qui se sont mis en dehors de leur parti ne doivent pas s'étonner que ce parti les conserve pas dans les cadres. C'est la moindre des choses. Ils auraient dû, par honnêteté, prendre la décision eux-mêmes au lieu de vouloir en faire porter la responsabilité sur leur famille politique qu'ils ont quittée. Merci beaucoup Philippe Bas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. TAM et le redressement de la justice, c'est le thème de notre premier débat. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Brigitte Lherbier. Bonjour, vous êtes sénatrice LR du Nord, membre de la Commission des lois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Laurence Blisson est également sur ce plateau. Bonjour, secrétaire général du syndicat de la magistrature. Romain Dupéré est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes avocat, animateur du comité juriste En Marche. Merci d'être sur ce plateau. France Bilitsky, bonjour, vous êtes magistrat, président du tribunal de grande instance de Beauvais. Alors avant de débattre ensemble de ces propositions du sénateur Philippe Bas, je vous propose de voir avec Alexandre Poussard les mesures préconisées par la Commission des lois. La justice française est à bout de souffle. Des tribunaux encombrés, des magistrats qui croulent sous les dossiers et des moyens insuffisants. C'est le constat de la Commission des lois du Sénat après une mission d'information de plus d'1 an. Pour relancer le système judiciaire, 2 propositions de loi ont été déposées par Philippe Bas, le président de la Commission des lois. Principal objectif de ces textes, augmenter les moyens de la justice. Il propose une hausse du budget de 5% par an jusqu'en 2022, de créer plus de 13 000 emplois dans l'institution judiciaire et de préserver les crédits pour la justice. Ce budget en hausse permettrait également de rénover l'immobilier judiciaire et de créer 15 000 places de prison. Autre enjeu de ces textes, moderniser l'organisation de la justice, avec une mesure phare, la fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance pour créer un tribunal unique de première instance dans chaque département. Alors que Philippe Bas prône une loi d'urgence à inclure dans le budget 2018, la garde des Sceaux Nicole Belloubet se donne jusqu'à l'année prochaine pour faire aboutir sa réforme du système judiciaire. On vient d'entendre, peut-être première question pour vous, France Bilitsky, Philippe Bas qui nous dit la justice aujourd'hui va mal, très mal, elle serait à la fois trop lente, trop complexe, trop peu accessible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? C'est le reproche en tout cas que nos concitoyens lui font. Lorsque vous êtes justiciable, vous souhaitez finalement, vous avez un procès en justice, vous demandez à votre conseil, l'avocat qui est l'interlocuteur naturel de l'intéressé, combien de temps ça va durer ? Quel résultat est prévisible et combien ça va me coûter? Alors nous ne sommes pas en mesure, nous, au service judiciaire, de répondre nécessairement à toutes ces questions. Mais au moins peut-on jouer sur la durée, notamment à travers les actions de modernisation. Alors, je ne suis pas ici légitime pour parler au nom du ministère, ni pour parler au nom de la justice en général. Je ne représente bien modestement que mon tribunal de Beauvais. J'ai mené, moi, de mon côté, des actions de modernisation. Je peux vous en parler si vous le souhaitez le moment venu. Sur ce sujet-là, je suis légitime. Ouais. Quel regard portez-vous sur ce constat dressé par le Sénat, Laurence Blisson? Il est sévère ? C'est un constat qui est absolument réaliste. On a une justice qui n'a pas les moyens de fonctionner. Je crois que régulièrement, on a des comparaisons européennes qui montrent qu'il n'y a pas suffisamment de moyens humains, financiers qui sont donnés à la justice. Sauf que ce que l'on voit à la fois dans ce projet, dans cette proposition de loi de Philippe Bas et dans les projets gouvernementaux, c'est une volonté de ci, de là, de rogner sur l'activité judiciaire alors qu'elle est essentielle pour nos concitoyens. Épatant de donner les moyens suffisants. Par exemple, on a reçu aujourd'hui dans les juridictions hier un questionnaire de la ministre de la Justice concernant les grands chantiers et la possibilité de simplifier la procédure, on comprend. Et derrière chaque ligne de ce questionnaire, ce que l'on voit, c'est que ce sont les droits des personnes qui seront mis en cause
au prétexte que finalement on veut évacuer des flux, on veut évacuer des stocks. Et ça, c'est une vision qui en réalité existe à la fois dans la proposition de loi de Philippe Bas et visiblement dans les projets gouvernementaux, qui ne nous satisfait pas. Ce que nous disons, c'est on a besoin dans une démocratie d'une grande justice. Ça veut dire une justice financée, ça veut dire une justice qui a les moyens de fonctionner pour les justiciables, et notamment pour les justiciables les plus précaires, dont les droits malheureusement risquent d'être abîmés par ces projets qui sont véritablement inspirés d'une logique gestionnaire, et c'est ça qu'on conteste. Brigitte Lherbier, est-ce qu'on oublie un peu les droits des justiciables qui vont être sacrifiés avec ces réformes, nous dit Laurence Blisson? Alors, pour me présenter un peu, avant d'être sénatrice là, tout dernièrement, jusqu'au 1er septembre, jusqu'au dernier septembre en question, je dirigeais les études de l'Institut d'études judiciaires de Lille 2 à la faculté de droit. Donc, formation des avocats, des magistrats et des commissaires de police essentiellement dans mon établissement. Vous doutez bien, une universitaire, faut pas compter sur moi pour dire que le droit n'est pas utile, c'est la charpente de la société. Donc forcément, vous allez trouver à mes côtés un défenseur farouche des droits des justiciables, d'autant que je suis adjointe à la sécurité de Tourcoing et dans ma délégation, j'ai la maison du droit de Tourcoing. Tout ça pour vous dire que le droit, pour moi, madame et monsieur, je vous rejoins complètement. La justice, c'est notre charpente, c'est le pilier de toute vie en communauté, de toute vie sociale apaisée. Et surtout, vous pouvez compter sur moi pour y veiller attentivement. Alors, un tout petit point de détail. C'est vrai que, vous savez, quand vous êtes adjoint à la sécurité, vous recevez des gens en permanence, des élus, reçoivent forcément des citoyens, et beaucoup de me dire, on a porté plainte, et on ne voit rien venir. C'est vrai que les classements sans suite sont énormes. Là, j'ai apporté un peu les chiffres. Sur Lille, au tribunal de grande instance de Lille, on a à peu près 150 000 plaintes déposées au parquet. Et on a encore en poursuite pénale 8800. Vous voyez la déperdition de dossiers. Et c'est ça que les gens souhaitent, c'est savoir. Alors on va peut-être qu'est-ce qu'on va faire réagir Romain Dupéré. Est-ce qu'on peut à la fois raccourcir les délais de traitement pour les justiciables tout en conservant une qualité de justice, un service public de la justice de qualité? Mais écoutez, il faut l'espérer. Je pense que c'est un sujet, et là je rejoins un peu M. Philippe Bas, alors qu'on n'est pas forcément du même camp, si je puis dire, c'est qu'on peut espérer qu'il y ait une certaine concorde sur ces questions, et je ne pense pas qu'il y ait les défenseurs du justiciable d'un côté et les défenseurs d'une rigueur budgétaire dogmatique de l'autre. Il faut essayer de faire avec des moyens qui sont limités dans l'intérêt du justiciable. Il est au cœur de nos préoccupations à tous, je pense des vôtres comme des nôtres. Bon, alors après, effectivement, on essaye d'envisager toutes les possibilités, tout le champ des possibles, et c'est le sens de la démarche de la garde des Sceaux qui s'est adressée aux magistrats par un questionnaire, donc je pense qu'il ne faut pas préjuger de ce qui va en sortir. Elle vous interroge sur quelle est votre expérience des juridictions. C'est quand même important de se nourrir du terrain, et je sais qu'il y a une des questions qui notamment porte sur le fait de savoir est-ce que la médiation pré-procès vous paraît utile ou pas. Je ne pense pas que ça préjuge, encore une fois, d'un biais qui soit contre le justiciable. Mais en tout cas, c'est des questions précises qui sont adressées aux professionnels du droit au quotidien pour essayer de trouver un dénominateur commun aux réformes qu'on peut faire dans ce domaine. Oui. Alors, je souhaiterais compléter, si vous le voulez bien. Je pense qu'en effet, dans ces questionnaires, il y a des questions extrêmement diverses qui s'intéressent qui s'adressent à tout le monde. Que néanmoins, il y en a certaines qui concernent la modernisation, l'emploi des nouvelles technologies. Cet emploi est aujourd'hui inéluctable. Vous ne pouvez pas faire autrement. Néanmoins, en effet, comme il a déjà été souligné, il s'agit de moyens techniques. Et la technique est asservie à une fin, qui est de rendre la justice au nom du peuple français, c'est-à-dire dans l'intérêt des gens. J'ai une expérience professionnelle, voyez-vous, il y a quelques années, je dirigeais le pôle pénal du tribunal de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Nous avons numérisé la totalité des dossiers, de l'entrée, c'est-à-dire du bureau d'ordre, jusqu'à la sortie, c'est-à-dire l'exécution des peines. C'est un chantier qui a marché. Pourquoi ? Aujourd'hui, le tribunal de grande instance de Béthune fait figure de référence. Et j'y ai modestement, me semble-t-il, contribué. Ça a marché pourquoi ? Parce que c'était dans l'intérêt de tout le monde. Dans l'intérêt des avocats, qui pouvaient, en obtenant la copie plus rapidement de volumineux dossiers, copie numérique, défendre au mieux les intérêts de leurs clients. Dans l'intérêt des greffiers, des agents de greffe, qui se voyaient ainsi décharger des tâches fastidieuses de reprographie. Dans l'intérêt aussi des magistrats du tribunal, tout simplement, qui pouvaient avoir une perception plus fine des choses. Je vous donnerai un exemple tout simple. Nous avons jugé en 2016 une affaire de Rix, une bagarre, concernant 5 protagonistes qui avaient fait l'objet d'un dossier d'information judiciaire.
l'une des armes employées était un nunchaku. Et à l'audience, plus aucun prévenu ne voulait reconnaître, alors que ça avait été le cas au cours de l'instruction, que le nunchaku avait été utilisé par l'un d'eux. Eh bien, j'avais mon ordinateur à disposition, j'ai introduit le mot-clé nunchaku. En 3 secondes, j'ai réussi à obtenir le procès-verbal qui était contenu quelque part dans 10 tomes de dossiers volumineux. Donc c'est un avantage certain. À mon avis, il n'y a pas nécessairement d'incompatibilité entre la technique et l'intérêt pour les gens. Dès lors que l'on est dans une matière raisonnable, on peut citer d'autres exemples où la technique peut être moins bonne, moins pertinente, mais là, elle est, à mon avis, excellente. Les magistrats sont prêts à ces évolutions, Laurence Blisson? Alors, d'abord, il faut savoir que l'institution judiciaire, sur le plan des technologies et notamment des fichiers dont nous disposons, est absolument à la traîne. Ça, c'est une évidence. Et il y a des chantiers qui sont en attente depuis des années sur ces questions numériques. Il faut... Oui, utiliser certaines technologies, il faut aussi avoir une réflexion derrière. Lorsque l'on lit, par exemple, dans ce questionnaire, qu'il est question de savoir si les magistrats seraient favorables à ce que la visioconférence soit utilisée de manière systématique, par principe, sauf décision du juge. Lorsque l'on voit qu'il serait possible, par exemple, de considérer que lorsqu'un citoyen saisit un juge et qu'il ne le fait pas par Internet, sa demande est irrecevable. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être examinée par un juge. On voit bien là une pente qui est pour nous dangereuse parce qu'elle consiste à utiliser des technologies pour déshumaniser la justice et ça, nous ne le souhaitons pas. Et si ces possibilités-là sont dans ce questionnaire, si l'un des mots les plus récurrents, mon collègue évoquait cet exemple d'un nunchaku, si on faisait la même recherche sur ce questionnaire, on verrait à peine d'irrecevabilité dans à peu près toutes les questions. Qu'est-ce que ça veut dire à peine d'irrecevabilité? Ça veut dire fermer la porte au justiciable, fermer la porte du tribunal et lui dire non. La justice n'examinera pas votre contentieux. D'une certaine manière, elle le laisse à la porte. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas dans l'utilisation de ces technologies. Oui. Par contre, voyez, l'audition des enfants abusés sexuellement, par exemple. Heureusement qu'on a des nouvelles technologies pour enregistrer au commissariat les auditions, pour ne pas... L'humain rejoint la pratique, parce que ça évite forcément de devoir répéter, que l'enfant évite de répéter tout ça. Et ça devient un vrai calvaire quand il est obligé de redire et redire tout ce qu'il a vécu. Là, on est au contraire, on a simplifié les choses, on l'enregistre une fois pour toutes et ça sert toute la procédure par la suite. Ce genre de choses, on peut le réitérer très souvent. Ça pourrait servir à alléger un peu, justement, avec les enregistrements une fois pour toutes des déclarations des uns et des autres. Ça peut être une formule comme une autre. Romain Dupéré, on sait que l'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Alors, la commission des lois du Sénat a validé une progression des crédits de 27,6% de 2018 à 2022. Ça fait à peu près 5% en moyenne par an pour atteindre à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron 11 milliards d'euros. Est-ce que vous pensez que le gouvernement sera d'accord avec cette proposition de sanctuariser ces budgets ? Écoutez, je rêverais qu'on puisse lui donner satisfaction aussi facilement que cela. Malheureusement, il faut composer aussi avec les autres priorités qui sont celles de l'État. Bon, c'est vrai qu'il y a un effort budgétaire qui a été entamé il y a quelques années déjà, qui est poursuivi dans un contexte budgétaire qui est très difficile. C'est quand même 3,8% d'augmentation qui sont proposées dans la loi de finances qui est actuellement débattue. Donc c'est un effort qu'il va falloir poursuivre. Il ne s'agit pas du tout de dire que les moyens sont suffisants. Et c'est un effort qui doit s'accompagner évidemment de réformes plus structurelles qui passeront par le numérique notamment, mais pas que par ça. C'est pour ça qu'il y a 5 chantiers différents. Le numérique en est un, mais il y en a 4 autres qui ont été lancés. Mais c'est pour ça qu'effectivement, nous serons là aussi vigilants pour que cet effort budgétaire il soit poursuivi dans la durée et que les fonds soient alloués de manière utile également. Quand on regarde, madame, si vous me permettez, quand on regarde les chiffres, la France dédie peu de moyens à son système judiciaire comparé aux autres États. Elle est à la 14e place sur 28, avec 72 € par habitant et par an consacrés à la justice, alors que l'Allemagne, c'est 2 fois plus, 146 € par an et par habitant. Donc c'est une nécessité de mettre en avant la justice. C'est pas pour faire plaisir aux magistrats ou à qui que ce soit, c'est parce que ça devient plus que flagrant. Il faut mettre en avant la justice. Alors Franck Bielitzki, je voudrais vous entendre sur un point aussi. Parmi les propositions de Philippe Bas, il y a la disparition des tribunaux d'instance et de grande instance. Leur répartition finalement des rôles est perçue comme complexe et ces 2 instances pourraient disparaître finalement au profit d'un tribunal de première instance unique. Comment accueillez-vous cette proposition ? Avec écoute.
J'attendrai de voir. Moi, vous savez, je suis pragmatique. Si le Parlement adopte une telle disposition, bien entendu que nous l'appliquerons. Aujourd'hui, je suis président du tribunal de grande instance de Beauvais. Il y a 3 départements dans l'Oise. Compiègne, Beauvais et Senlis. Ils ont tous les 3 leur utilité. Il y a aussi des tribunaux d'instance qui ont également leur utilité. Et de toute manière, il n'entre pas dans les pouvoirs de quelques ministres de faire disparaître le contentieux, qu'il faudra toujours traiter. Donc, tout ce que je puis dire à mon niveau, bien modeste, de président du tribunal de Beauvais, est de dire que si nous allons dans ce sens-là, eh bien, nous travaillerons en concertation plus étroite avec mes collègues de Senlis et de Compiègne. Laurence Bisson. Alors, au syndicat de la magistrature, nous sommes opposés au tribunal de première instance. C'est une fausse bonne idée en réalité que cette centralisation dans une juridiction, notamment des pouvoirs d'organisation, puisque c'est ça ce qui se passe derrière, c'est confier aux chefs de juridiction des pouvoirs d'organisation qui seront des pouvoirs majeurs, puisqu'ils pourront déterminer que tel ou tel lieu de justice accueillera tel ou tel contentieux, et donc par exemple imposer aux fonctionnaires, aux greffiers, aux magistrats de siéger ici ou là. Ça veut dire une fragilisation de l'indépendance de la justice. Et ça veut dire aussi une fragilisation de la proximité de la justice. Aujourd'hui, les tribunaux d'instance, ce sont les tribunaux de la proximité qui ont à traiter de contentieux, encore une fois, qui importent dans la vie très quotidienne des gens, et notamment des gens en situation de précarité. Ce qu'il y a derrière le tribunal de première instance, c'est aussi le risque de fermeture de site, parce qu'une fois qu'on aura retiré un certain nombre de contentieux, il sera beaucoup plus facile de faire une carte judiciaire qui ne dit pas son nom, et c'est aussi contre ça que nous nous mobilisons au syndicat de la magistrature. Et je tiens à dire que le projet de tribunal de première instance, il avait été porté un temps par Christiane Taubira, il avait été envisagé, et que l'ensemble des professionnels de justice s'y étaient opposés, et ça avait abouti au retrait de ce projet. Je crois qu'il n'est surtout pas temps d'aller dans ce sens-là, mais que par contre, il faut arrêter d'essayer de faire des économies de bout de chandelle, d'essayer de transformer la justice en centre d'intérim. Ce qu'il faut, ce sont des moyens. Ça vous fait réagir peut-être quand même, ce que vient de dire Laurence Bisson, transformer la justice en centre d'intérim. Bien sûr, c'est pas du tout l'idée. Donc là, il y a 5 chantiers qui ont été initiés. L'un d'eux porte effectivement sur l'organisation de la justice sur le territoire. Il a été confié à deux anciens présidents de la commission des lois, Philippe Houillon et Dominique Rimbourg. Si vous voulez, si l'idée, ça avait été de dépouiller le territoire de ces juridictions, on n'aurait pas fait appel à ces personnes-là. Bon, je suis sûr qu'ils auront à cœur de vous entendre. Et je pense que l'idée, c'est d'être un peu inventif. C'est pas du tout de fermer. Le Premier ministre l'a dit à Nantes quand il a annoncé les chantiers. Il l'a redit devant la Convention des avocats où il y avait 5000 avocats dans la salle la semaine dernière. Le maillage restera celui qu'il est. Ensuite, il faut être inventif sur les attributions de chacune de ces juridictions. Parce qu'il y a des contentieux du quotidien, le droit pénal, le droit à la famille, le droit du travail, c'est des contentieux du quotidien qui doivent être proches des Français. Il y a des contentieux qui sont très spécialisés, très techniques, qui n'ont pas lieu d'être partout maillés sur le territoire de manière aussi dense. Et donc l'idée, c'est peut-être de dire, écoutez, ça c'est une compétence qui, dans la région, va être attribuée à tel tribunal ou à telle cour d'appel. Et vous savez, maintenant, il y a des régions qui étaient beaucoup agrandies où il y a 4 cours d'appel. Parfois, il y a aussi des endroits en France, entre Nancy et Metz, où il y a 2 cours d'appel à 57 km de distance. Alors, est-ce que les deux doivent avoir les mêmes compétences, ou est-ce qu'il n'y a pas des doublons? On ne pourrait pas dire celle-ci sera le pôle d'excellence de tel droit et l'autre de tel autre. Donc nous, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on voudrait réfléchir ensemble à la redistribution, au redéploiement de la justice sur le territoire. Oui, François Béziski, pardon. Oui, je voulais juste ajouter que j'ai appliqué la réforme de la carte judiciaire en 2010 au tribunal de Dunkerque. Nous avons absorbé un tribunal, celui d'Hazebrouck, qui représentait la moitié de notre poids. Il n'y a pas de secret pour réussir une réforme comme celle-là. Je pense qu'elle a été correctement menée. Toujours des points d'insatisfaction, mais je pense qu'elle a été correctement menée. Et la méthode, c'est la concertation et le pragmatisme, c'est-à-dire laisser le plus possible de marge de manœuvre aux acteurs de terrain. Si vous commencez à centraliser, à piloter depuis Paris ce qui se passe à Auch, vous n'y arriverez pas. Je pense qu'il faut laisser des marges de manœuvre importantes. C'est le travail des parlementaires, bien entendu, de le faire. S'il en va autrement, eh bien tant pis. Mais je pense qu'une réforme comme celle-là, si on se dirige vers cette réforme, il conviendra d'accorder de la marge de manœuvre aux acteurs de terrain et de travailler dans la concertation avec les personnels de justice, avec aussi les avocats. Parce qu'une bonne réforme comme celle-là ne peut pas réussir sans le concours des avocats. Brigitte Lherbier. Oui, moi je pense que le lieu, à la limite, est peu important. Ce qu'il faut, c'est avoir du personnel, avoir des acteurs, comme vous disiez, monsieur, autour du juge, ça c'est un fait, mais aussi avoir un nombre de juges suffisant pour venir à bout de toutes les demandes
qui sont faites et elles sont. Alors le Sénat propose justement que 500 postes de magistrats et 900 postes de greffiers qui sont vacants seront pourvus sur les 5 ans. Je pense que c'est plus que nécessaire. Si on regarde un peu sur l'île, par exemple, partout, il y a théoriquement, par exemple, magistrat du siège, il doit en avoir théoriquement 91 et il n'y en a que 85. Magistrats du parquet, ils doivent être 35, il y en a 32. Fonctionnaires divers, ils doivent être 219 et il y en a 210. Ça paraît peu important des chiffres, mais quand on voit l'activité judiciaire de chaque juge, le fait qu'un collègue manque dans son activité, forcément, il est vite encombré, il est vite surbooké et la distance se creuse entre le justiciable et la réponse pénale ou civile, parce que c'est par manque de temps. Alors, évidemment, il y a besoin de ces moyens, mais c'est aussi important le lieu d'implantation d'un tribunal. Et c'est important qu'il puisse y avoir une proximité, même lorsqu'on est en appel. Les mouvements qu'on connaît aujourd'hui, je dirais encore une fois, les projets laissent penser qu'on est dans ce sens-là, ce sont des mouvements qui consistent à dissuader les gens de faire appel. Et donc, plus la juridiction d'appel sera éloignée physiquement, plus ce sera compliqué parce qu'il faut pouvoir avoir un avocat qui sera compétent et qui pourra plaider devant la cour d'appel, qu'il faudra pouvoir se rendre à des audiences, etc. Et il faut avoir conscience que pour nos concitoyens, ces moments de justice sont des moments importants. On ne peut pas avoir finalement une vision un peu éthérée qui consisterait à dire il y a trop de cours d'appel aujourd'hui ou il y a trop de TGI, et ce serait aussi simple que ça. Je crois qu'il faut vraiment avoir à cœur de ne pas chercher à faire des économies sur le dos des citoyens, mais qu'il faut au contraire se dire quelle justice voulons-nous pour notre démocratie aujourd'hui, notamment parce que la justice, c'est la protection des droits, c'est la protection souvent des droits des plus faibles, et c'est ce qui est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement au socle de notre vie commune. Absolument. Avant de poursuivre ce débat, je vous propose de retrouver Tam Tranui qui suit pour nous ces débats. Tam, vous êtes avec le sénateur socialiste Jacques Bigot. Oui, je suis avec Jacques Bigot, sénateur socialiste, co-rapporteur de ces deux propositions de loi sur le redressement de la justice. Ces deux textes sont l'émanation de travaux d'une mission d'information transpartisane. Il y a eu un consensus, c'est que la justice est à bout de souffle. Expliquez-nous. Écoutez, la justice souffre depuis des années d'un manque de moyens financiers, d'un manque de moyens en personnel, aussi bien magistrats que greffiers, et même du personnel technique, informaticiens, techniciens de bâtiment, etc. Et il est absolument urgent de pouvoir lui permettre de fonctionner normalement. Sinon, on va se retrouver dans des grandes difficultés. Les Français n'auront plus une justice à la hauteur de leurs attentes, contrairement à d'autres pays européens. Alors, les objectifs de ces propositions de loi, c'est d'abord d'améliorer les crédits alloués à la justice, les augmenter, mais aussi réformer en profondeur la justice, le système. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est à vos côtés sur cette démarche ? Nous le souhaitons et nous l'espérons, parce qu'il est important effectivement d'avoir une loi de programmation pluriannuelle de financement, avec l'idée d'augmenter de 5% chaque année le budget de la justice, et ce de manière continue et stabilisée. Ce n'est pas pour l'instant le projet du gouvernement, dans le contexte budgétaire actuel. Il faut qu'on exige un peu cela du gouvernement, et je sais que le précédent garde des Sceaux s'était beaucoup battu, Jean-Jacques Urvoas, au sein de son gouvernement, pour obtenir des crédits qui soient un peu meilleurs, pour répondre aux besoins et de l'administration pénitentiaire et des tribunaux. Et puis l'autre sujet, c'est de dire que cet argent ne doit pas arriver pour rien, et qu'il faut en même temps avoir des réformes qui ne sont pour l'essentiel pas de la compétence de la loi, mais la loi doit y contribuer, c'est ce que nous sommes par ces deux textes. Dans votre rapport, vous insistez notamment sur la question de l'exécution et de l'aménagement des peines. Quels sont les problèmes qu'il y a aujourd'hui sur ces sujets ? Alors on sait aujourd'hui qu'un texte, depuis 2009, prévoit que lorsqu'une peine de prison inférieure ou égale à 2 ans est prononcée par un tribunal correctionnel, c'est le juge de l'application des peines qui va décider des modalités d'application de cette peine qui ne peut ne pas être exécutée sous forme d'emprisonnement. Et beaucoup de gens, y compris des candidats à la présidentielle, ont dit mais c'est pas normal que les peines de prison ne soient pas exécutées. Si, c'est prévu dans la loi. C'est prévu dans la loi parce que les prisons sont pleines et qu'on ne sait pas comment faire. Nous pensons d'abord que les magistrats doivent se préoccuper de la bonne exécution des peines et savoir comment fonctionnent les maisons d'arrêt. Sachez que très peu de magistrats
dans les tribunaux, vont visiter les maisons d'arrêt ou les centres de détention dans lesquels ils envoient des gens. Nous, ça nous est apparu pour les co-rapporteurs complètement inadmissible. C'est la raison pour laquelle nous voulons plus sensibiliser les magistrats à cette question et éviter cette espèce d'étanchéité entre le tribunal correctionnel, l'application des peines et enfin l'administration pénitentiaire. Ces propositions sont, je le disais, plutôt consensuelles. Elles ont fait l'objet d'une mission transpartisane. Mais quand on voit combien cela prend du temps, par exemple sur la question de l'indépendance des magistrats du parquet, pour pouvoir imposer une révision constitutionnelle que tout le monde appelle de ses voeux, on voit que le consensus, ça ne suffit pas toujours. La crainte qu'on peut avoir, c'est ça. C'est de dire qu'au-delà du consensus, il faut trouver les moyens financiers. Mais comme je l'ai dit à certains, le président de la République a souhaité que les gens et de droite et de gauche se mettent d'accord. Nous pensons que nous pouvons nous mettre d'accord ici au Sénat sans être forcément dans le même parti politique. Sur ce sujet, en tout cas, nous avons des visions très largement partagées. Il y a des points sur lesquels on est en désaccord, notamment des contributions financières pour l'aide juridictionnelle, etc. On parlera de ces désaccords, mais nous allons surtout interpeller Madame la garde des Sceaux sur qu'est-ce que vous voulez faire de la justice. Il y a eu la loi J21, les efforts faits par le précédent gouvernement. Nous souhaitons qu'il y ait une continuité dans ce domaine. Merci beaucoup Jacques Bigot d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, Tam. Ça vous fait réagir, Brigitte Lherbier, notamment cette question de l'aménagement des peines, puisqu'il y a en filigrane aussi la question de la surpopulation carcérale. Alors, plusieurs choses qui me font réagir dans les propos de ce monsieur. Alors, je suis peut-être utopique, mais moi, pendant tout le temps que j'ai eu des étudiants, j'étais universitaire depuis 1982, donc vous voyez, j'en ai vu passer des générations de gens qui sont devenus avocats ou dans les métiers judiciaires. Je leur disais toujours, souvent c'est les premiers cours au début de l'année, je leur disais toujours, vous allez avoir en face de vous des gens qui souffrent. Vous allez être avocat, ne les voyez pas comme des clients, mais voyez-le d'abord comme des gens qui souffrent. Et écoutez-les, les gens ont besoin d'écoute. Vous savez, quand vous êtes élu, quand vous faites les permanences d'élus, on voit des gens qui arrivent, qui ne sont pas allés voir leurs avocats, ils ne savent même pas comment faire pour y aller. Ils n'ont pas vraiment beaucoup de notions de ce que c'est que la justice. Vous n'êtes pas d'accord avec Jacques Bigot quand il dit finalement les magistrats envoient des personnes dans des maisons d'arrêt, dans des centres de détention, et ils ne savent pas où ils envoient justement ces personnes. Mais avant, les gens victimes, quand ils viennent vous voir en tant qu'élus, ils vous racontent toute leur vie et on s'aperçoit qu'il y a un grand besoin d'écoute. Et je pense que les magistrats, les avocats et nous tous autour de la table, on doit d'abord écouter les gens. Alors moi, je suis adjointe à la sécurité. Suite de ça, quand ils ont porté plainte, quand ils savent, alors mes policiers municipaux, je ne vous dis pas, ils renchérissent en disant ça c'est vrai. Quand on a découvert le coupable, quand il est condamné, etc., on le retrouve très souvent dans la rue parce que c'est des petites peines, il n'y a pas de peine de substitution prévue. Et moi, je suis allée rencontrer le juge d'application des peines, Madame Camerlingue, en disant ça va plus. Sur Tourcoing, il faut trouver une solution. Et on a trouvé une solution. On a mis en place des chantiers de travail d'intérêt général. Ça marche. On peut pas. Il y a des alternatives à la prison. Vous voulez réagir aussi, Laurence? Oui, et ces alternatives, elles sont essentielles parce que la prison ne peut pas être au cœur de notre justice pénale. Elle ne le doit pas. Parce que ça n'est pas ça ni qui fonctionne, ni qui a de la pertinence par rapport aux situations effectivement très humaines auxquelles on est confronté. Je crois que la question de l'exécution des peines, elle est souvent instrumentalisée dans le débat politique parce qu'en fait, c'est une question très technique. Moi-même, je suis juge d'application des peines. Et donc, je peux identifier à chaque stade à quel moment est-ce qu'effectivement il y a des délais qui sont soit des délais légaux, c'est-à-dire ceux dans lesquels on doit examiner une demande d'aménagement de peine, soit des délais qui sont liés par exemple à des questions de notification de décision, des questions qui sont peut-être très techniques et pas très simples pour nos concitoyens, mais qui ont des implications. C'est normal qu'une personne qui a été jugée, qui a été condamnée, qui a même été condamnée à de la prison, ressortent majoritairement libres du tribunal. Ça ne signifie pas qu'il ne se passe rien et que la peine ne sera pas exécutée ensuite. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est surtout rompre avec cette logique du tout carcéral. Et donc, c'est pour ça que nous sommes opposés, nous, à la construction de places de prison. Nous pensons que la prison doit prendre moins de place. Et puis, je crois qu'il faut aussi inviter, et c'est certainement ça qui permettra d'avancer pour la justice, tous nos concitoyens à se rendre dans les tribunaux, à aller voir des audiences, à aller voir ce que c'est que la charge de travail. Et vous disiez, il faut écouter, les juges doivent pouvoir écouter les gens, etc. Allez voir. Moi, j'invite tous les concitoyens à le faire et à se rendre compte de l'état de notre justice et à voir
l'urgence. On arrive bientôt au terme de ce débat. Je voudrais vous donner la parole à tous. Oui, bien sûr, mais je pense que la force qu'on peut avoir dans les 5 années qui viennent, c'est qu'on partage beaucoup de constats. Donc, notamment, c'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire que les prisons, ça ne va pas. Et un des messages qu'on voudrait. Il va y avoir consensus autour de ce projet ambitieux, notamment ces propositions du Sénat, vous pensez ? Alors, je ne sais pas, effectivement, le Sénat en demande beaucoup et c'est sans doute conscient qu'il sera difficile de tout avoir. Mais malgré tout, sur les peines, c'est quand même important de voir se dessiner un consensus sur le fait qu'effectivement, on doit sortir de la situation dans laquelle on est, du tour carcéral, que les alternatives à l'emprisonnement doivent être explorées, notamment les travaux d'intérêt généraux. C'est le sens du programme qui avait été présenté pendant la campagne présidentielle. On dit pour les peines de moins de 2 ans, il va falloir inciter fortement à ce que des peines alternatives soient utilisées. Bon, cela dit, c'est vrai qu'il y avait un corollaire, c'est que malgré tout, dans les cas dans lesquels les magistrats, après avoir instruit le dossier, décident de prononcer une peine, il fallait, à notre sens, dans un souci de clarté, de lisibilité, que cette peine soit effectivement appliquée. Pas qu'on souhaite à tout prix que elle soit prononcée dans tous les cas, mais quand elle l'est, il faut qu'elle soit appliquée. Et en revanche, il y a un système assez clair de remise de peine au bout des 2/3 de la peine. Bon, cela dit, il y a un moment de débat citoyen là, qui s'est engagé. À Nantes, il y a maintenant près de 2 semaines. Il y a un binôme qui a été constitué sur le sens de la peine, qui est un très beau thème, notamment autour de Julia Minskowski. Et effectivement, l'objet, c'est de se saisir de ces débats en commun et il faut aller voir ces représentants. Sur cette question de la clarification du régime d'aménagement des peines, Franck Bilski. J'ai moi aussi eu une petite casquette antérieure de magistrat chargé, en cours d'appel toutefois, de l'application des peines. D'abord, je pense que les juges n'incarcèrent jamais au hasard. On y réfléchit tout de même. Nous sommes le plus souvent sur ces affaires-là 3, dans le cadre de formation collégiale. Personnellement, quand je suis arrivé à Beauvais au mois de mars, j'ai dans le mois visité les 2 centres pénitentiaires de mon arrondissement, Liancourt et Beauvais. Donc c'est une préoccupation qui me semble forte chez nous. En effet, il existe d'autres voies. Le législateur il a incité le travail d'intérêt général, le bracelet électronique, on l'a aussi indiqué. Donc c'est une problématique réelle, en effet, dont nos élus se sont emparés et la réflexion doit être forte sur ces sujets-là. Si maintenant le législateur décide de supprimer ou d'interdire aux magistrats d'aménager les peines, ils le feront et les peines seront exécutées, j'allais dire, de manière sèche. C'est un débat qui est un débat politique, un débat noble. Il appartient à nos parlementaires de statuer dessus. Très rapidement. Oui, madame. Ce que je voudrais vraiment insister sur un point, c'est qu'il faut une échelle des peines. Il faut qu'il y ait une graduation dans la peine. Tout le monde ne peut pas faire des travaux d'intérêt généraux. Moi, j'ai des petits jeunes qui me repeignent en peinture une salle de sport. Bon, quand je vais les voir, parce que je vais les voir, ils sont contents de me dire j'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. Ils sont même surpris de savoir le faire. Donc c'est du positif. On voit que quelque part, on peut encore trouver des solutions pour éviter qu'ils ne progressent dans la délinquance. Mais s'ils récidivent, si on les retrouve, il faut qu'on ait de quoi répondre. Et s'il n'y a pas d'échelle des peines entre celui qui fait une petite erreur de jeunesse et puis celui qui s'y enfonce complètement et qu'on n'a pas trouvé suffisamment de réponses, de sanctions, là on s'en va à la catastrophe parce que la justice doit être une réponse quand même à ce qui existe au niveau de... Merci Brigitte Lherbier, merci à vous. On va justement retrouver Saveria Rojek dans l'hémicycle puisque c'est la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui s'exprime sur ces propositions du Sénat. Absolument, Delphine Nicole Belloubet qui vient tout juste de commencer à s'exprimer et avant elle, c'était l'auteur de ces propositions de loi, Philippe Bas, qui a déclaré nous sommes dans une situation d'urgence, les juridictions sont exsangues, les prisons surpeuplées et les délais ne cessent d'augmenter. C'est ce que donc vient d'expliquer Philippe Bas à la tribune derrière moi. Pour y remédier, il propose, vous l'avez dit, une mesure phare, l'augmentation, la hausse de 28% en 5 ans des crédits de la justice. Ces moyens, bien sûr, serviraient à l'embauche de 500 magistrats, 900 greffiers et surtout à la création de près de 15 000 places de prison. Alors les principaux syndicats de magistrats qualifient le vote d'une telle loi de programmation d'urgence absolue. C'est le moment de sonner le tocsin avant de sonner le glas de la justice, a martelé Philippe Bas. Nous ne sommes pas là dans la surenchère mais dans l'épreuve de vérité. Le texte, vous l'avez dit à l'instant en plateau, reprend également certaines des préoccupations du chef de l'État d'Emmanuel Macron, notamment sur l'aménagement et l'exécution des peines. La proposition de loi elle vise à encourager les juges correctionnels à mieux individualiser la peine à la personne qu'ils ont en face d'eux. Et puis enfin, le texte propose de mieux réguler la mobilité des magistrats qui auraient désormais l'obligation de rester 3 ans à un poste. Voilà, ces 2 textes devraient être facilement adoptés par le Sénat.
Merci à vous, Saveria. Divisés, les syndicats se réunissent ce soir à 18h pour tenter d'organiser une journée d'action commune. Mais la grogne sociale s'essouffle et la CFDT refuse toujours d'appeler à manifester contre les ordonnances, comme le réclame la CGT. Fabien Riquer. C'est la réunion de la dernière chance. Les organisations syndicales vont-elles s'entendre sur une journée de mobilisation commune avant la ratification définitive de la loi travail? Rien n'est moins sûr, de l'aveu même du secrétaire général de Force ouvrière. S'il y a un pluralisme syndical dans notre pays, c'est qu'il y a des conceptions syndicales différentes. Maintenant, quand on peut avoir une unité d'action sur des bases assez claires, tant mieux. On pèse plus quand on est ensemble que séparément, c'est évident. Mais on a vu que dans la dernière période, c'était pas aussi simple que ça. Pas si simple, car les stratégies divergent. Après avoir refusé de manifester, FO ne s'était joint au cortège contre la loi travail que sous la pression de sa base. La CGT paraît quant à elle isolée, enfermée dans sa demande de retrait pur et simple des ordonnances. Une position inverse à celle de la CFDT, puissance invitante de la réunion de ce soir, qui pourrait sortir gagnante de cette séquence. Car pour cet observateur du monde syndical, les centrales auraient tout intérêt à tourner la page des ordonnances. Les syndicats gagneraient certainement à ne pas parler des mobilisations contre la loi travail, puisque ça semble difficile d'imaginer un retour en arrière. En revanche, commencer à travailler sur un agenda de revendications commun pour les négociations à venir, là ça pourrait être une piste intéressante. Des négociations qui porteront sur l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage. Autant de dossiers sur lesquels les syndicats pourront tenter de refaire front commun. Et Stéphane Sirot, professeur d'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste du syndicalisme, est mon invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonjour Stéphane Sirot. Bonjour. Les syndicats se réunissent ce soir à 18h. On sait que la CGT est affaiblie par sa dernière démonstration de force en solo. Est-ce que vous pensez que la centrale est en mesure de convaincre les autres syndicats d'un mouvement unitaire? Non, c'est prévu d'avance. Il n'y aura pas d'unité au sortir de cette réunion. Chacun a choisi une stratégie différente, l'a choisi d'emblée. Et si cette réunion est une forme d'affichage symbolique pour faire au moins la démonstration que sur le contenu même des ordonnances, il y a un certain nombre de critiques qui sont formulées, il n'en reste pas moins que les critiques ne sont pas les mêmes d'une organisation à une autre et que par ailleurs, chacun, au fond, me semble-t-il, a décidé de suivre la stratégie qui est la sienne depuis le début des discussions autour de ces ordonnances. La réunion a lieu ce soir au siège de la CFDT. C'est Laurent Berger, clairement, le maître du jeu aujourd'hui ? Non, il me semble qu'au contraire, ce qui s'est passé là autour de cet épisode des ordonnances fait la démonstration que les deux formes de syndicalisme, les deux grandes formes de syndicalisme qui se développent aujourd'hui, que l'on pourrait presque qualifier, pour reprendre un terme en usage dans le champ politique, d'irréconciliable. Il y a d'un côté ce syndicalisme que j'appellerais de lobbying, qui est celui développé par la CFDT de Laurent Berger et en l'occurrence par Force ouvrière via Jean-Claude Mailly, fait la démonstration que dès lors que le pouvoir politique n'entre pas dans son jeu, ce qui est le cas vis-à-vis de la CFDT, qui s'est estimée mécontente au fond du contenu de ces ordonnances, elle n'arrive pas par la suite à imaginer une autre stratégie que celle de la discussion, y compris si cette discussion, au final, ne lui permet pas d'aboutir à ses revendications. Et de l'autre côté, on a une CGT qui, elle, a campé, je dirais, sur ce qui est sa stratégie relativement habituelle, c'est-à-dire celle de la mobilisation, mais via des journées d'action traditionnelles qui, elles-mêmes, ne fonctionnent pas dès lors que le pouvoir politique n'est pas non plus à l'écoute de ces mobilisations. Donc dans les deux cas, les confédérations syndicales, les grandes confédérations syndicales, se trouvent confrontées à l'échec de leur stratégie, qu'elle soit celle de la mobilisation ou qu'elle soit celle du lobbying. Comment on en est arrivé là, Stéphane Sirot? On a l'impression que les syndicats sont comme anesthésiés depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Alors pour moi, si on veut réfléchir sur la longue durée de l'histoire du syndicalisme, il me semble que c'est l'effet de ce qu'on peut appeler l'institutionnalisation du syndicalisme, c'est-à-dire un processus qui, au fil du temps, a mené à l'intégration des organisations syndicales, au fonctionnement de la société, à la sphère du pouvoir, à la régulation sociale. Et dans les deux cas, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui, parce que ce syndicalisme de négociation, de lobbying que représente celui de la CFDT, c'est typiquement un syndicalisme de régulation institutionnalisée, mais en même temps, les journées d'action auxquelles appelle rituellement la CGT, c'est aussi l'expression d'une forme d'institutionnalisation, parce que l'institutionnalisation, ça veut dire aussi dans le champ de la contestation
contestation sociale, ça veut dire la ritualisation de la contestation. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dès lors que l'un des acteurs, et en l'occurrence le pouvoir politique, ce qui est le cas depuis une quinzaine d'années, ne veut plus participer à ce jeu de la régulation, les organisations syndicales se trouvent confrontées aux limites de leur stratégie. Et ce qui me semble également extrêmement problématique pour ces confédérations, parce que ce que l'on voit, on l'a vu l'an dernier autour de la contestation contre la loi El Khomri, on le voit aujourd'hui autour de la question des ordonnances, la tendance face à cette espèce de dévitalisation des confédérations, c'est de voir les différentes organisations qui les constituent jouer chacune leur partition. On l'a vu par exemple avec les routiers qui ont négocié directement avec le pouvoir et ils ont obtenu des concessions. D'une autre façon, on l'a vu aussi avec les fonctionnaires qui ont joué aussi leur partition au travers de la journée unitaire du 10 octobre et qui n'ont pas été, je dirais, tellement mobilisés sur la question des ordonnances. Et on voit bien que, pour moi, c'est l'effet de cette dévitalisation des confédérations qui n'arrive plus effectivement à jouer le rôle de chef d'orchestre. C'est aussi une victoire de la méthode Macron. Il n'y a plus vraiment de consultation, on passe par, il n'y a plus de négociation, on passe par des consultations. Les syndicats ne sont plus acteurs finalement ? Oui, alors est-ce que c'est une victoire en termes de démocratie? La question peut se poser parce qu'on sait très bien que les institutions politiques, et c'est pour ça que la régulation sociale a été mise en place dans nos républiques depuis la troisième, la régulation sociale sert aussi au pouvoir politique à faire admettre et à diffuser ces réformes. Parce qu'il est bien évident que sans, d'une certaine manière, l'association des contre-pouvoirs, y compris après un rapport de force, à des réformes, ces réformes ne sont pas acceptées de la même manière par l'opinion publique et par le monde du travail en l'occurrence. Donc je ne suis pas certain que pour le pouvoir politique lui-même, ce soit véritablement un point positif de voir les contre-pouvoirs, de voir les syndicats, ce qu'on appelle aussi les corps intermédiaires, se déliter peu à peu. C'était peut-être aussi voulu de la part de l'exécutif d'imposer son rythme de réforme. On voit déjà aujourd'hui, alors que les syndicats se réunissent encore sur la question des ordonnances réformant le Code du travail, les consultations sur l'apprentissage, la formation professionnelle, la réforme de l'assurance chômage. Alors je pense qu'effectivement le gouvernement a besoin d'aller très vite. Il a besoin d'aller très vite, peut-être d'utiliser une année pour faire passer ses principales réformes. Je pense aussi parce qu'il sait très bien que ces réformes au sein de la société, et même si les syndicats n'arrivent pas, on le voit, à véritablement mobiliser, ces réformes sont discutées, sont contestées par de nombreux segments de la société. Et par conséquent, le gouvernement et le président Macron lui-même savent, je pense, que soit ils font passer ces réformes très vite dans les mois qui viennent, soit elles ne passeront pas. Ce n'est pas dans 3 ans, dans 4 ans, après une progressive désaffection de l'opinion publique qui est déjà très rapide, que le gouvernement fera passer ces réformes. Donc effectivement, il est là dans une stratégie qui semble, pour le moment, assez efficace. On a parlé de la CGT, de la CFDT. Que dire de Force ouvrière? Dans tout ça, on a du mal à appréhender la situation, le positionnement. On sait que Jean-Claude Mailly veut une mobilisation. Il l'a dit hier sur Public Sénat, avant la semaine du 20 novembre. Il y a quand même mis des conditions, pas que la loi travail dans les mots d'ordre. Jean-Claude Mailly lui-même ne veut pas de mobilisation. Il est contraint à la mobilisation parce qu'il a été désavoué par son propre Parlement, qui l'a obligé à réagir davantage. Il l'a dit lui-même d'ailleurs. Mais depuis le début de la discussion avec le gouvernement, il n'était pas du tout engagé dans un processus de contestation. Ce qui peut se comprendre pour différentes raisons, je dirais à la fois de fond et peut-être aussi plus conjoncturelles. Des raisons de fond qui est que, on l'a peut-être un peu oublié avec Marc Blondel, avec la contestation contre la loi El Khomri l'an dernier, Force ouvrière est quand même sur un positionnement qui est, et il se revendique lui-même de cela, un syndicalisme réformiste, c'est-à-dire un syndicalisme qui se veut de discussion, de négociation collective, de proposition, et marginalement, ou plus marginalement, de contestation. C'est ça, je dirais, Force ouvrière historiquement. Et donc, au fond, Force ouvrière essaie certainement ici de retrouver un peu la place que la CFDT lui a prise, notamment pendant le quinquennat de François Hollande. Et puis, il y a sans doute aussi des raisons qui tiennent à l'histoire immédiate, à savoir que l'an dernier, face à la loi El Khomri, Force ouvrière était dans la rue, n'a pas obtenu ou quasiment pas de concession de la part du pouvoir et s'est trouvé au fond dans le sillage de la CGT. C'est pas Jean-Claude Mailly ni Force ouvrière qui sont apparus comme la principale force de contestation, mais plutôt Martinez et la CGT. Et puis par ailleurs, il faut quand même aussi souligner que Force ouvrière, via l'un de ses anciens dirigeants confédéraux,
il y a encore seulement 2 ans, ou même pas, un peu plus d'1 an, qui est aujourd'hui directeur adjoint du cabinet de la ministre du Travail. On peut penser aussi que ça a facilité... Stéphane Lardy, c'est ça? Stéphane Lardy, ça a facilité très certainement les contacts et les discussions entre l'appareil du pouvoir et l'appareil confédéral de force ouvrière. Diviser pour mieux régner, c'est la méthode Macron. Oui, et puis, mais là aussi, on retrouve ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette forme d'institutionnalisation du syndicalisme qui fait qu'on peut voir des dirigeants syndicaux qui, ayant à peine quitté leurs fonctions, se retrouvent à des postes officiels, comme celui de directeur adjoint d'un ministre. On a évoqué le contexte. Comment voyez-vous l'évolution du rôle des partenaires sociaux? Alors, je pense que l'avenir immédiat pour les confédérations, en tout cas, est assez sombre, parce que, je le disais au départ, les unes et les autres ont fait la démonstration qu'elles ne parvenaient pas véritablement à obtenir des concessions. Or, le syndicalisme existe, vit et survit parce qu'il est capable de faire la démonstration de son efficience. Or, sur ces ordonnances, qui quand même, de l'aveu de chaque organisation syndicale, contiennent un certain nombre de dispositions qui sont jugées plutôt néfastes, voire très néfastes pour le monde du travail, ils ne sont pas obtenus ils n'ont pas réussi à obtenir ni par la négociation, ni par le conflit et la mobilisation de quelconque concession. Et ça fait maintenant, si on regarde sans aller très loin dans l'histoire, ça fait maintenant 22 ans que les confédérations sur des mouvements nationaux n'ont pas obtenu satisfaction depuis 1995. Alors il y a eu certes le CPE en 2006, mais c'était avant tout un mouvement d'étudiants, de lycéens, mais on pourrait faire la chronologie. 2003, 2009, 2010, 2016, 2017, on a toute une série, en une dizaine d'années, de mouvements et de mobilisations face auxquels les organisations syndicales n'ont rien obtenu. Donc c'est extrêmement problématique pour elles, parce qu'il est bien évident que ce n'est jamais l'échec qui peut susciter l'adhésion. Eh bien, merci beaucoup Stéphane Sirot pour votre analyse. Voilà pour cet entretien enregistré un peu plus tôt cet après-midi. Nous vous en parlions hier, un accord a été trouvé tard dans la nuit pour une révision de la directive européenne sur les travailleurs détachés. Beaucoup y voient un succès d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter à ce propos la réaction de Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement, qui était l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Il ne s'agit pas d'un passage en force, il ne s'agit pas de la victoire d'un pays, la France, l'Allemagne, nous étions ensemble contre les autres. Il s'agit, je crois, d'une victoire pour le droit des travailleurs, pour la lutte contre le dumping fiscal. Mais il s'agit aussi de la victoire d'une méthode. Le paquet transport fait l'objet d'une négociation en parallèle, elle n'est pas close et nous l'abordons avec Elisabeth Borne, avec Muriel Pénicaud, sur la même base que celle des travailleurs détachés, celle qui consiste à garantir les droits fondamentaux au salaire, et non pas au salaire minimum, mais au salaire égal. En fonction de la profession, les salaires peuvent être différents, avec des charges payées dans le pays d'origine et des garanties pour cela, mais aussi un vrai système de lutte contre toutes les fraudes, parce que les fraudes peuvent exister, et donc ça fait partie aussi de l'élément d'accord. Nous reproduirons la même démarche pour le paquet transport. Une ultime réunion pour clore le feuilleton des constructifs. Dans moins de 30 minutes, le cas de 5 élus, dont 3 ministres, devrait être scellé par le bureau politique des LR, qui, sauf surprise, va prononcer leur exclusion. Alors après 5 mois d'atermoiement, les explications de Cécile Sixou. Gérald Darmanin est venu le dire en personne à Patrick Ollier. Rendre sa carte du parti, il n'y tient pas vraiment, mais il ne veut pas rester dans une famille qu'il ne reconnaît plus. Je suis dans une famille politique qui a toujours prôné le changement du code du travail, la fin de l'ISF, le soutien aux personnes les plus fragiles. Voilà, alors si on m'exclut parce qu'on distingue la TVA de la CSG, il faudrait exclure tous ceux qui, pour un primaire, n'étaient pas pour l'augmentation de la TVA, et ils sont un certain nombre. Donc évidemment, il n'y a pas de motif sérieux à notre exclusion. En revanche, il y a un motif sérieux d'exclure ceux qui font manifestement la courte échelle au Front National. Le sort que lui réservent les Républicains, il l'attend depuis son entrée au gouvernement en mai dernier. Tout comme 2 autres ministres, Édouard Philippe et Sébastien Lecornu, ainsi que Thierry Solère et Franck Riester, les fondateurs du mouvement constructif à l'Assemblée. Mais chez les Républicains, depuis 5 mois, personne n'est d'accord. Exclusion, séparation à l'amiable ou maintien, les courants au sein des Républicains se déchirent. Il y a ceux emmenés par Laurent Wauquiez qui veulent les mettre dehors sans ménagement, et les autres comme Christian Estrosi ou Dominique Bussereau, pour qui cela est impensable. Acter le divorce, couper les ponts pour mettre fin au feuilleton, voilà ce que devrait tout de même décider le bureau politique ce soir. Le risque, laisser éclater une guerre ouverte au sein de la famille des Républicains, une famille déjà bien mal en point. Et on va d'ailleurs tout de suite retrouver Oriane Mancini en direct du siège des Républicains à Paris. Oriane, je le disais, le bureau va débuter dans moins de 30 minutes. Comment s'annonce-t-il ?
Eh bien, il s'annonce houleux, ce bureau Delphine, tant l'exclusion probable des 3 ministres ainsi que de Franck Riester et de Thierry Solère divise le parti. Alors la question est de savoir quelle sera la formulation choisie par ce bureau politique. C'est le choix des mots qui sera important ce soir. Ira-t-on jusqu'à parler d'exclusion, ce qui marquerait un axe de fermeté de la part du bureau politique, ou se contentera-t-on d'acter le départ des 3 ministres ainsi que des 2 membres des Constructifs? Problème, eh bien, il le répète, ces ministres, ils ne veulent pas quitter le parti et jouent à fond la carte de la victimisation. Quoi qu'il en soit, ce qu'on peut dire, c'est que ces Constructifs, eh bien, ils ont réussi leur coup. Ils sont au cœur des débats des Républicains depuis plusieurs semaines. Et contrairement eh bien, à ce que souhaite la majorité de ce bureau politique, eh bien, ce feuilleton, il ne cessera pas ce soir, puisque Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, ils ont d'ores et déjà annoncé qu'ils déposeraient un recours. Des Constructifs qui ont également réussi à piéger les Républicains sur le plan politique. Car comment exclure des ministres qui ne cessent de répéter qu'ils mènent une politique de droite, notamment sur le plan budgétaire, sans risquer d'apparaître comme un parti qui se droitise? Le risque pour les Républicains ce soir, il est donc clair que ce bureau politique qui se veut celui de la clarification n'apparaisse comme celui de la scission. Merci beaucoup, Oriane, pour votre explication. On va continuer d'analyser les enjeux de ce bureau politique avec mes invités sur ce plateau. Marc-Philippe Daubresse, bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains du Nord. Merci d'être avec nous. Bruno Cotresse est également sur ce plateau, chercheur au CEVIPOF. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Jean-Daniel Lévy, bonsoir. Vous êtes le directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Première question pour vous, Marc-Philippe Daubresse. On vient d'entendre Oriane Mancini. Exclusion, ça ne signifie pas forcément conclusion du feuilleton ? Écoutez, il y a un problème de fond et un problème de forme. Le problème de fond est relativement simple. En Marche et le gouvernement ne mènent pas une politique de droite. Ils mènent une politique pour les riches et les grandes métropoles, certes, mais ils ne reprennent pas du tout ce qui était dans notre programme sur la droite populaire et sociale. Ils mènent une politique de logement qui est contraire à ce que nous pensons sur les propriétaires, par exemple. Et donc, ils ne mènent pas une politique qui était le programme des Républicains à la primaire et celui qui a été porté par François Fillon. Donc sur le fond, ils n'ont pas à rester dans ce parti politique. Sur la forme, la question elle est posée de savoir s'il y a exclusion, ce qui est un acte un peu brutal, et si au contraire, nous constatons, nous prenons acte qu'ils ne sont plus dans notre parti politique. Alors ils peuvent continuer à jouer des claquettes et à faire du cinéma comme ça se passe actuellement. De fait, tout le monde, on avait d'ailleurs voté à l'unanimité la dernière motion qui actait que si leurs explications n'étaient pas convaincantes, il fallait constater qu'ils étaient de fait en dehors de notre parti politique. Quelle est votre position, vous, à titre personnel, pour une exclusion Moi, vous ferme? savez, je ne suis pas constructif. Je trouve que ce mot n'est pas adapté à la situation. Je suis un centriste de l'UMP puis des Républicains. Je ne suis pas pour une méthode brutale. Gérald Darmanin est mon ami, il le reste. C'est pas parce que vous avez des divergences sur le fond que vous n'avez pas à garder de l'estime pour les hommes. J'ai de l'estime pour lui, c'est un homme courageux, c'est un homme compétent, mais il mène une politique qui n'est pas celle qu'il défendait juste avant de rejoindre le gouvernement. Et, 3 semaines avant de rejoindre le gouvernement, il était chez moi dans ma ville où il défendait des choses tout à fait contraires, par exemple sur la taxe habitation, à ce qu'il défend aujourd'hui. Donc bon, il a fait ses choix. Il doit être exclu des Républicains. Non, on doit constater que de fait, la politique qu'il mène n'est pas du tout en accord avec ce que nous voulons faire. Nous sommes un parti d'opposition. Nous avons vocation à faire l'alternance. Nous n'avons pas vocation à soutenir M. Macron en 2022. Donc les choses doivent être claires. Alors après, on peut faire durer le feuilleton comme on veut. On peut aller à la commission des recours, tout ce que vous voulez. Les faits sont là. Sur le fond, il n'y a pas photo. Sur la forme, je pense qu'un peu de doigté et de ménagement, c'est mieux que l'exclusion qui fait toujours penser à un parti autoritaire, ce qui ne doit pas être le cas chez nous, puisque nous avons diverses sensibilités. Ouais. Jean-Daniel Lévy, on vient d'entendre Marc-Philippe Daubresse qui estime eh bien, que le gouvernement ne mène pas une politique de droite. Pourtant, vous avez sondé les militants et les sympathisants, notamment LR, et ils apprécient plutôt justement l'action gouvernementale. Que faut-il en déduire? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la politique qui est menée par le gouvernement résonne quand même plutôt positivement aux yeux de ceux qui se déclarent proches des Républicains ou de ceux qui d'ailleurs ont voté même pour François Fillon à la dernière élection présidentielle. Et même quand on regarde en termes de traits d'image qui sont portés par Emmanuel Macron, on peut voir que ces traits d'image de la part des sympathisants républicains à l'égard d'Emmanuel Macron sont très bons. On avait proposé 15
traits d'image différents. Et sur les 15, il y en a 13 pour lesquels une majorité absolue de sympathisants des Républicains déclarent qu'ils sont d'accord avec le jugement qu'ils peuvent porter à l'égard du président de la République, que ce soit sur des dimensions personnelles, sur ce qu'il est en termes de dynamisme, etc., voire même sur la question du fond politique. C'est également le cas quand vous regardez le jugement à l'égard du Premier ministre de la part des sympathisants républicains. On a aujourd'hui plus d'un sympathisant républicain sur 2 qui déclare accorder sa confiance à Édouard Philippe dans le cadre de l'action qui est menée jusqu'à présent. On parle bien des sympathisants, On parle absolument des sympathisants. On ne parle pas des militants qui ne pensent pas du tout la même chose. J'ai utilisé le terme sympathisant. Le terme de sympathisant, mais c'est pour ça que vous avez utilisé les deux, c'est pour ça que je le reprécise. Sympathisant, vous avez raison de le préciser. Bruno Cotresse, cette clarification est nécessaire, c'est ce que dit Bernard Accoyer, c'est ce que nous dit Marc-Philippe Daubresse. Pourtant, on le disait, ça va certainement peut-être relancer la machine et le psychodrame au sein des LR, s'il y a exclusion ce soir. Le psychodrame a déjà lieu, donc ça ne peut que peut-être le relancer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs plans d'analyse, et c'est dans ça que c'est très difficile d'avoir une seule perspective d'analyse, mais il y a plusieurs plans d'analyse. Il y a un plan d'analyse qui est le court terme. Les Républicains sont en reconstruction, ils doivent retrouver à la fois, ils sont en train de choisir leur futur président, mais aussi il s'agit de retrouver un corps d'idées à défendre, de doctrine. Oui. Donc il y a déjà ce premier élément qui est un élément de court terme et qui bien sûr explique aussi cette histoire de clarification. La clarification, ça permet de repartir. Et ça permet de repartir, et là on voit le deuxième plan d'analyse qui est lui un peu plus de long terme, et évidemment qui est l'élection présidentielle de 2022, qui est la donnée sous-jacente jamais dite et jamais explicitement abordée. Si à un moment donné le parti Les Républicains présente un candidat à l'élection présidentielle de 2022, ce candidat ne pourra qu'avoir un discours alternatif à celui d'Emmanuel Macron. Il ne pourra pas être... On présente un candidat pour dire qu'Emmanuel Macron, c'est très bien. Donc il y a cette donnée fondamentale. Et c'est en toile de fond cette question qui, bien sûr, explique les divergences, au-delà de toute considération, qui est que, bien sûr, du côté de certains ténors de la droite, UMP, ex-UMP, républicains aujourd'hui, on a une approche sans doute centriste, compatible avec une partie du programme d'Emmanuel Macron, ce que les sympathisants disent, d'une certaine manière. Mais il y a cette donnée... Avec une partie. Voilà, une partie. Mais il y a cette donnée de fond qui est tout à fait essentielle, qui est la stratégie politique. Ça n'est pas une mince affaire pour un parti. Quelles conséquences alors sur la ligne du parti certains disent qu'il y a un risque de repli identitaire, sectaire, et que Laurent Wauquiez, en cas d'élection... Ça, comme dit ma grand-mère dans le Nord, c'est des carabistoules. C'est-à-dire, tout ça, c'est des histoires à dormir debout. Ça fait des années qu'on nous pose les mêmes questions. Souvenez-vous, Sarkozy 2007. On a trouvé qu'il y avait à un moment trop d'identité dans sa campagne. Et puis après, on s'est aperçu que les sociaux dont je fais partie avaient mis en place des mesures sur le mérite et l'égalité des chances. On est dans le même débat sur le fond qu'en 2007. Il a été aussi un débat en 2011. Bon. Il faut marcher sur deux pieds chez les Républicains. Il y a un pied qui est le pied régalien, l'autorité, l'identité, les problèmes par rapport à l'immigration, par rapport à la justice et la police. Et de l'autre côté, il y a un pied qui est dans nos racines. Chirac, le général de Gaulle, et le centre aussi, c'est la droite populaire et sociale. Et c'est ce pied-là qui doit être réaffirmé dans une refondation à égalité. Il peut être réaffirmé en cas de victoire de Laurent Wauquiez, qui se présente comme une droite identitaire. Laurent Wauquiez, il a un discours qui est sur les classes moyennes. Et de fait, de notre point de vue, les grandes victimes du programme que M. Macron est en train de mettre en place, ce sont les classes moyennes. Ce sont les classes qui ne sont pas assez riches pour bénéficier de grandes exonérations d'impôts et ne sont pas assez pauvres pour être dans l'assistanat. Et quelque part, le programme et le budget qui est mis en place ne va pas dans le sens des classes moyennes. Et nous allons affirmer haut et clair que nous sommes le parti de la défense des classes moyennes. Jean-Daniel Lévy, est-ce que l'exclusion de ces 5 élus constructifs, dont 3 ministres, on l'a rappelé, est-ce que ça pourrait néanmoins faire les affaires d'Emmanuel Macron ? C'est en tout cas un de ses buts, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il puisse y avoir l'apparition, notamment à sa droite, d'une division
parmi les Républicains et les anciens de l'UMP. En fait, on voit bien qu'aujourd'hui, la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir, éviter en fait, qu'il puisse y avoir la reconstruction d'un pôle qui soit un pôle de contestation forte. On voit en fait aujourd'hui, d'un point de vue d'opinion et de tendance d'opinion, que c'est plutôt effectivement sur la droite que le risque se produit à son égard, et que s'il y a un trouble qui est créé chez les électeurs, les sympathisants, pas forcément les militants, mais autour de l'idée, mais au final, que se passe-t-il véritablement? Et est-ce qu'il y a vraiment des raisons de contester la politique qui est menée par le président de la République? Cela donnera probablement, en tout cas dans un premier temps, sur le court terme, moins de force aux arguments qui sont portés contre Emmanuel Macron. C'est vraiment saisissant de voir que quand aujourd'hui on prend des électeurs de François Fillon, quand on prend des personnes qui déclarent indépendamment de mon vote, ma formation politique de référence, ce sont les Républicains, une difficulté à pouvoir trouver un élément de critique majeur à l'égard de ce qui a été entrepris depuis ces derniers mois par l'exécutif. À gauche, il y en a. À gauche, il y a la critique notamment d'un président qui est un président des riches et que cette étiquette est accolée et difficile aujourd'hui à pouvoir décoller. En revanche, quand vous prenez les électeurs de la droite, ils rencontrent cette difficulté. Donc s'il y a la perception qu'au sein du gouvernement, le Premier ministre, deux ministres, ils sont deux ministres importants, en tout cas du fait de leur portefeuille, et la politique qui est menée par la suite n'a pas forcément à faire rougir ce qui avait été porté par la droite par le passé, cela rend cette opération effectivement un peu plus difficile pour les Républicains, encore une fois, sur le temps qui est le temps actuel, c'est-à-dire un temps relativement court. Rendez-vous dans un an, M. Lévy, quand on constatera les mesures fiscales et leurs incidences. Quand les gens verront pour eux-mêmes ce que sont les mesures fiscales, vous verrez qu'il y aura un changement. Je prends rendez-vous avec vous tout de suite. Oui, on avait vu dans la primaire de la droite qu'à droite, tout le monde n'était pas d'accord sur où mettre le curseur en termes des réformes socio-économiques. Et notamment, ça avait été un point central du débat entre François Fillon et Alain Juppé, notamment, le nombre d'emplois publics, sur le rythme, oui. Le rythme, etc. Donc on retrouve, à travers l'appréciation différente qui est portée à droite sur Emmanuel Macron, on retrouve des débats qui ont eu lieu déjà dans la primaire et qui faisaient apparaître déjà que les centristes n'avaient pas exactement, qu'un Alain Juppé n'avait pas exactement le même rythme de réforme ou le même calendrier, le même agenda politique. Justement, Bruno Cotresse, vous parlez d'Alain Juppé. Est-ce qu'il y a un risque que ces exclusions, si elles sont prononcées ce soir, ça donne aussi le feu vert pour les juppéistes qui pourraient quitter à leur tour le parti? Toujours difficile à dire parce que la loyauté au parti, et en particulier à droite, est relativement forte. Et c'est toujours très risqué de quitter un parti politique, bien sûr. Les personnalités politiques qui sont éventuellement menacées d'exclusion aujourd'hui de leur formation politique commencent à indiquer, mais nous, on pourrait très bien monter une formation politique à droite, à l'intérieur de la majorité. C'est une chose de le dire, c'est autre chose de le faire. On a déjà vu beaucoup de petites formations politiques qui ont quand même beaucoup de mal à exister. J'ai vécu ça quand j'étais à l'UDF. On va justement écouter Roger Carucci qui s'exprime devant le siège des Républicains. S'il n'y a pas d'autre solution, soit le fait de constater qu'ils se sont mis en dehors de la formation politique et puis c'est tout. C'est quoi la différence pour vous entre les deux solutions? Ce serait mieux, à mon sens, de dire qu'on constate que d'eux-mêmes ils sont partis. Le mot exclusion fait toujours un peu sectaire. Mais bon. En tout cas, il faut finir l'épisode. La saison prochaine de Game of Thrones n'étant que dans 18 mois, on ne va pas attendre. Vous n'avez pas peur des conséquences pour le parti sur votre électorat? Vous n'avez pas le sentiment qu'on Voilà, vous venez d'entendre Roger Carucci, sénateur Les Républicains des Hauts-de-Seine. En direct, il est sur votre ligne. Il préférait justement qu'ils actent leur départ, qu'ils partent d'eux-mêmes. Bien sûr, parce que nous sommes, je le redis ici, un parti d'opposition. Alors, on peut voter un certain nombre de textes sur le terrorisme, sur certaines mesures fiscales, mais nous avons vocation, c'est ce que vous avez dit, et j'adhère complètement, à être un parti d'alternance. Donc, nous n'avons pas vocation à soutenir M. Macron en 2022. Ceux qui veulent le faire, il faut faire ce qu'a fait Bruno Le Maire, il est cohérent, lui. Il a dit, moi, je crée une aile droite En Marche. Eh bien, allez tous En Marche pour soutenir M. Macron. Mais nous ne voulons pas le faire. Et donc, quelque part, après, il y a un travail de reconstruction et de refondation qui est loin d'être terminé, j'en suis bien d'accord, qui ne fait que commencer, où il faudra trouver une ligne politique harmonieuse entre différentes tendances dont nous venons de parler. Mais en tout cas, nous avons vocation à être une opposition, pas être un parti qui soutient Macron. Franck Riester estime que les Républicains sont morts. Eh bien, il n'a qu'à aller En Marche parce que nous estimons qu'ils ne sont pas morts du tout.
Jean-Daniel Lévy, c'est effectivement tout l'enjeu de trouver cette synthèse entre ces différents courants qui s'expriment au sein de la droite. On voit qu'il y a quelques petites tensions avec Sens commun. Maël de Calan demande ce soir, lors de ce bureau politique aussi, l'exclusion du président de Sens commun des Républicains. Oui, il y a des tensions, mais il y a aussi en fait des électeurs qui sont à droite et qui aujourd'hui sont orphelins d'expression politique. On peut rappeler que malgré tout, et avec toutes les critiques qui ont été émises à l'égard de François Fillon dans le cadre de la campagne électorale, il a quand même réuni 20% de l'électorat. 20% de l'électorat, alors même que son honnêteté, sa probité, une partie de sa ligne politique était interrogée. Et cet attachement de la droite, d'un électorat, au moins, on l'a vu, un cinquième, quelles que soient les circonstances, qui déclare envers et contre tout, je souhaite accorder ma voix à un candidat qui est un candidat qui se revendique véritablement de droite, existe dans l'espace politique. Aujourd'hui, effectivement, parce que les Républicains sont en reconstruction, il n'y a pas d'unité de prise de parole, il n'y a pas de corpus de valeurs, il n'y a pas de thématiques centrales qui sont portées actuellement. Il n'y a pas de président non plus, absolument. Et on sait que c'est une formation politique, et notamment à droite, qui se retrouve déjà derrière une personnalité qui est une personnalité forte, et que ça rend cette opération effectivement difficile. Mais dire qu'aujourd'hui, la droite aurait disparu de l'espace politique, ça serait quand même faire une erreur monumentale d'analyse. Dire qu'aujourd'hui, il y a une difficulté justement pour cette droite de pouvoir se retrouver des idées, des valeurs, des orientations qui seraient exprimées parce qu'ils les portent, et on peut le voir notamment autour, pour faire vite, d'une définition de ce que peut être la culture française, un rapport à l'autorité, un rapport au mérite ou à la reconnaissance du travail, qui est aujourd'hui en panne de réceptacle, ou en tout cas d'expression dans la vie politique de manière suffisamment forte. Et l'autre dimension qui est quand même la dimension socio-économique. En fonction de la réussite des principales mesures économiques d'Emmanuel Macron, il faudra avoir la capacité des Républicains à construire un discours alternatif sur la question de l'économie, et notamment sur la question des déficits publics, sur la question du périmètre d'action de l'État en France, qui sont des questions sur lesquelles la droite a eu beaucoup l'occasion de réfléchir. C'était un cœur de son programme lors de la présidentielle. Il faudra voir comment ce que va faire et éventuellement réussir Emmanuel Macron peut dégager pour la droite un nouvel espace qui est sur... Et quelle fiscalité ? Ça va dans le bon sens, mais ça ne pousse pas assez loin, ou au contraire, ça se trompe d'objectif. Et la question en particulier du périmètre d'action de l'État va être une question sans aucun doute cruciale dans les années qui arrivent. Marc-Philippe Daubresse, oui. Est-ce que vous pensez que les 20% qui soutenaient... Oui, mais vous savez, il y a un sondage qui a été fait pour dire si on votait au présidentiel aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait. François Fillon, il est complètement, parce que la présidentielle, c'est aussi un homme qu'on élit, il est complètement en retrait total de la vie publique. Donc c'est normal qu'il y ait une chute dans les sondages. Le jour où il y aura un homme ou plusieurs hommes qui incarneront la nouvelle ligne des Républicains, on pourra faire un sondage valable, si vous voulez. C'est Laurent Wauquiez, cet homme Laurent Wauquiez et d'autres peuvent contribuer à cette ligne, bien sûr. Mais vous savez, moi qui connais très bien ce parti, les militants, ils sont en mal de Sarkozy. Ce qu'ils attendaient, eux, c'est un leader charismatique qui porte haut des valeurs et quelque part qui rappelle ce que sont ces valeurs avec une ligne politique harmonieuse pour tout le monde. Franchement, nous avons un petit peu de boulot à faire. On a décidé autrement. Mais beaucoup moins de boulot que le Parti Socialiste qui lui est totalement explosé. Donc on a du travail, c'est sûr, mais je pense que ceux qui veulent nous enterrer pour 2022, ils font une lourde erreur d'analyse. Ouais, mais quand même, ce n'est pas sans conséquence, Bruno Cotresse, d'exclure, et notamment un Premier ministre. Il le disait sur notre antenne la semaine dernière, on veut m'exclure d'un parti que j'ai moi-même créé, contribué à créer. Oui, mais je dirais qu'il y a un jeu de rôle quand même à travers cette question. Évidemment, on ne veut jamais avoir le mauvais rôle. Tant du côté des Républicains, on ne veut pas apparaître comme ceux qui font preuve d'ostracisme, d'esprit étroit, qui utilisent des mots très durs, purge, selon Laurent Wauquiez, les traîtres, la trahison. Et bien sûr, chacun va dire que c'est l'autre qui est un traître, etc. Donc, on a un jeu de rôle qui est tout à fait classique. Néanmoins, à un moment donné, c'est vrai que pour une formation politique, la question se pose de savoir si des membres de cette formation politique participent au gouvernement. Ils ne représentent pas la formation politique. Les Républicains ne sont pas membres d'une coalition avec En Marche, mais il faut quand même se poser la question de la cohérence entre la ligne de l'organisation politique dont ils sont membres et la ligne du gouvernement auquel ils participent. Et c'est là-dessus, on voit bien que se joue le drame, puisque ceux qui sont menacés d'être exclus disent mais non, pas du tout.
on ne fait que mettre en œuvre ce que le parti disait lui-même. Et nous disons que c'est pas vrai. Et du point de vue, et le parti dit c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc on voit que c'est autour de cette question, et cette question, elle est hautement révélatrice des diverses interprétations que chacun fait d'Emmanuel Macron, et au fond la logique de ceux qui soutiennent Emmanuel Macron à l'intérieur de votre parti, au point d'être dans le gouvernement, ça serait naturellement de le soutenir pour l'élection présidentielle de 2022. Et vous savez, Édouard Philippe, que j'ai beaucoup d'estime comme homme, qui est un homme tout à fait intelligent, etc., n'était pas une personnalité marquante de notre parti, soyons clairs. Il n'était pas sur le devant de la scène des Républicains avant de rentrer. C'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron est allé le chercher, avant de devenir le Premier ministre. Donc quelque part, on ne peut pas dire qu'on va constater le départ de quelqu'un qui a joué un rôle capital pour les Républicains dans le passé. Ce n'est pas vrai. Gérald Darmanin, un peu plus, mais Gérald Darmanin, il a assumé une cohérence entre ce qu'il propose aujourd'hui et ce qu'il disait hier, et il y a de fait une incohérence sur le fond, même si c'est un homme tout à fait respectable sur la forme. Ouais. Jean-Daniel Lévy, sur quand même cette première pour un parti quand même d'aller jusqu'à l'exclusion en termes de conséquences et d'incidences sur la perception des Français dans l'opinion publique. Est-ce que ça va peut-être influencer les choses, notamment au moment du vote pour la présidence des LR ? Pour la présidence des LR, je ne pense pas. Je pense qu'en fait, quand vous regardez d'une manière générale, les militants, un questionnaire est passé en interne, a été distribué. A priori, les choses sont quand même relativement claires. Il y a une attente de clarification. Enfin, les militants ne se comportent pas, ou en tout cas n'ont pas la même intensité de regard à l'égard de la manière dont peuvent se passer les choses au niveau national que l'ensemble des sympathisants. S'il doit y avoir un mérite en fait pour l'exclusion, parce qu'on est quand même en début de mandat, et effectivement en 2022, c'est dans 4 ans et demi, donc on a encore un peu le temps de pouvoir voir les choses arriver, c'est qu'il y aura au moins une ligne politique qui sera claire, qui sera définie. Les Républicains se positionnent comme étant dans l'opposition, ils n'ont pas un pied dedans, un pied dehors. Et on sait que ceux qui parfois ont tenté, alors ça serait de l'autre côté de l'échiquier politique, c'était le cas par exemple des communistes lorsqu'ils étaient à côté ou face au gouvernement, qu'ils en ont payé cruellement les conséquences d'un point de vue électoral par la suite. Donc il y a souvent l'attente d'une position qui est une position claire, qui va être attendue. Ce soir, ou en tout cas dans quelques heures, on va pouvoir avoir une orientation qui va être prise de manière assez claire et assez lisible pour les électeurs et pour les militants. Peut-être que dans l'entreprise de reconstruction, il faut déjà avoir une clarification de la ligne politique. Il faut qu'il puisse y avoir des militants qui soient un peu plus en ordre de marche. Il faut qu'il puisse y avoir un président et après pouvoir se confronter pas uniquement aux orientations, mais également aux conséquences des décisions politiques qui sont faites. Donc à l'heure actuelle, ça arrive peut-être un peu tard pour la clarification, mais au moins, il y aura pas de débat sur l'orientation de ce que peut être les Républicains. Ouais, et il aurait fallu les exclure dès leur nomination au gouvernement, Bruno Cotresse. C'est plus simple. Les Républicains se seraient économisés cette longue histoire de l'exclusion, de la non-exclusion. Ça montre quand même qu'ils sont gênés. Oui, mais on a des procédures. Mais voilà, il y a des procédures. On a des procédures et des statuts qu'il faut respecter. On l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de personnalités n'excluent pas de faire appel sans doute devant les instances internes. Justement, pardon Bruno Cotresse, on va retrouver Oriane Mancini, vous le savez, qui est devant le siège des Républicains, avec la sénatrice justement LR du Bas-Rhin, Fabienne Keller. C'est à vous, Oriane. Alors, pour l'instant, eh bien, nous avons un problème technique. On retrouvera Oriane Mancini dans un instant. Bruno Cotresse, on l'évoquait à l'instant, il aurait fallu peut-être exclure dès la nomination au gouvernement ces membres des LR. Oui, mais on disait c'est compliqué. Il y a les procédures internes, il y a les possibilités de recours, éventuellement la possibilité même de porter ça devant les tribunaux si on estime être victime d'une exclusion injuste. Donc c'est effectivement une question qui prend du temps. Savoir que Gérald Darmanin était le responsable du service juridique des Républicains. Donc voilà, donc il connaît la boîte à outils. Et par ailleurs, juste dans la foulée d'une élection présidentielle, il y a aussi un temps de se remettre. Les Républicains ont subi quand même un électrochoc extrêmement important. Cette élection semblait imperdable pour les Républicains il y a moins d'un an. Lorsque François Fillon gagne la primaire au terme d'une mobilisation importante, plus de 4 millions de participants, rien ne semble pouvoir arrêter sa marche vers l'Élysée. Donc il y a une sorte de choc psychologique aussi très important, politique aussi bien sûr, mais il faut du temps pour se remettre de ce choc. Il a fallu aussi du temps sans doute pour solder
la candidature et la campagne de François Fillon. Il y a eu aussi tout ce temps de négocier les questions financières entre le micro-parti de François Fillon et l'organisation républicaine. Donc effectivement, on était dans un temps de très grand désordre interne après l'élection. Et tout ça avec une direction provisoire. Avec une direction provisoire. Ça laissera des traces néanmoins dans l'histoire du parti LR. Marc-Philippe Daubresse et ensuite Jean-Daniel Lévy. Oui, bien sûr, mais vous savez, moi qui était à l'UDF, ensuite qui était un des fondateurs de l'UMP, après nous avons fait les Républicains. Bon, c'est l'histoire d'un parti, c'est sa vie, un parti, c'est comme un corps humain. Et donc, quelque part, il y a toujours des histoires de ce type. Mais pour autant, il faut que le parti soit au rendez-vous. Au rendez-vous, c'est les présidentielles. On a un peu de temps devant nous, mais il ne faut pas perdre notre temps dans des querelles subalternes comme celle-là. Il faut reconstruire et refonder. Et c'est la ligne politique qui sera déterminante pour la suite. Jean-Daniel Lévy, sur les conséquences de ces exclusions, pardon. Chaque formation politique a connu des moments qui étaient des moments plus ou moins douloureux. On peut rappeler qu'au sein du Parti socialiste, ça n'a pas toujours été un chemin qui était un chemin pavé de roses et qu'ils ont rencontré des vraies difficultés. Quand on voit qu'en 2008, il y a un Parti socialiste qui se déchire assez fortement avec la confrontation entre Martine Aubry et Ségolène Royal déjà à l'époque, ça n'a pas empêché François Hollande de gagner la présidentielle en 2012. Donc il y a dans toute formation politique des moments de tension qui sont des moments de tension assez forts. Il peut y avoir des batailles qui peuvent être des batailles assez homériques. Après, par la suite, la politique reprend ses droits et puis il y a un combat qui est un combat des idées, un combat des valeurs. Et on peut penser que une fois que déjà cette première étape sera franchie, une fois que les Républicains se seront choisis un dirigeant politique, une fois que les Français effectivement verront les effets de la politique, il y aura une nouvelle donne qui pourra être posée pour les Français. Eh bien, merci Jean-Daniel Lévy, merci Bruno Cotresse, merci à vous Marc-Philippe Daubresse d'être venu. Je veux bureau politique de ce pas. Eh bien, on vous libère tout de suite. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 18h30, on va plus loin, présenté ce soir par Rebecca Fitoussi. Bonne soirée et à demain.